Et on va démarrer avec l'actualité africaine et notamment donc la situation au Niger. La France qui donc retire ses troupes avant la fin de l'année. Les militaires nigériens ont réclamé, je cite, un cadre négocié pour le retrait des soldats français. L'ambassadeur de France est rentré à Paris, c'était ce mercredi. Il a donné une interview à nos confrères de TF1. On en écoute un extrait. L'attaque a duré plus de 2h30. Ce jour-là, nous étions collectivement en danger. Et nous sommes passés très très près du drame parce qu'il y avait plus de 6000 personnes qui étaient là pour en découdre, qui étaient là pour rentrer dans l'ambassade. Très rapidement, les entreprises nigériennes qui nous livraient ont fini par ne plus venir les unes après les autres parce qu'elles étaient dissuadées, voire menacées. Donc il fallait trouver les moyens de sortir les poubelles sans que nos amis de la junte s'en aperçoivent. Il s'agissait d'essayer de faire rentrer de la nourriture, de l'eau, là aussi en faisant preuve d'un peu d'ingéniosité. L'objectif était de me faire craquer et donc de me faire sortir. L'objectif était de me faire craquer. Ça a duré comme ça pendant 2 mois tout de même dans l'ambassade, Ziad. C'était une sacrée épreuve. Oui, enfin, c'est-à-dire que, oui, d'abord, ils ont été encerclés, littéralement, plus d'eau, des rations militaires, mais au bout d'un moment, ça s'épuise aussi. Donc, il y avait un vrai problème, peut-être pas de survie, mais quand même, ça a commencé à se poser. Macron a utilisé l'expression otage, le président français, donc ça commençait quand même à être assez difficile. Mais il a souhaité tout de même qu'il reste pendant toute cette partie de bras de fer avec le Niger. Il y a eu quelque chose enfin, au début, c'est apparu comme une décision de principe qui était une décision qui était presque une belle décision de dire on résiste, on va pas céder aux putschistes, etc. Mais bon, tactiquement, c'était compliqué à maintenir dans une ville qui vous entoure, avec un régime qui est décidé à obtenir une victoire de principe. Et puis, derrière l'ambassadeur, il y a la question des 1500 hommes dont il faut trouver les modalités de départ. Et donc, il y a une petite victoire de la junte, qui est à mon avis une victoire, comme on dit à l'école, à la Pyrrhus. C'est-à-dire que franchement, c'est un tout petit quelque chose dans cette histoire. Les données de base restent les mêmes. C'est que, la junte est toujours isolée très largement dans son environnement, à part le Niger et le Burkina, à part le Burkina et le Mali, pardon. Que la rupture avec la France, ça veut dire aussi que dans les semaines, depuis maintenant et dans les semaines qui viennent, il y aura plus de couverture de sécurité, et c'est quand même important. Et on a vu que la situation se dégrade dans les 3 pays, en fait, dans les 3 pays en même temps. Donc tout ce modèle qui consiste à dire c'est la faute des Blancs, c'est la faute des Français, c'est la faute des impérialistes, c'est la faute de tous ces gens-là, il y a un moment, c'est contrecarré par des réalités intérieures. Je prends le cas du Burkina rapidement, qui d'ailleurs ont interdit la diffusion de nos confrères de Jeune Afrique. Donc on voit bien à quel point ça se dégrade. C'est-à-dire que quand on en est à interdire les journaux, à dire on n'a pas de problème, et le soir même il y a une tentative de putsch, interdit France 24, RFI. Donc on voit bien que ça se désagrège de l'intérieur parce que les militaires aussi ne sont pas des politiques. Et le fait qu'ils soient au pouvoir, ça génère automatiquement des ambitions, des contre-ambitions, des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Et comme ils n'ont pas d'autres moyens de régler leurs conflits qu'en faisant des putschs, on rentre dans des putschs dans le putsch, ça peut durer aussi très longtemps. Donc Patricia, lui, l'ambassadeur de France, ex-ambassadeur de France au Niger, dit ce putsch est d'abord et avant tout, il faut bien qu'on en ait conscience, une affaire nigéro-nigérienne entre un président qui avait décidé de lutter contre la corruption et un certain nombre de généraux qui ne souhaitaient pas que cette lutte contre la corruption aille jusqu'à son terme. C'est ce qu'il a dit. Oui, enfin, effectivement, et on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui des choses qui sortent sur la fortune du général Tiani. On voit des tas de choses, effectivement, et il y avait une volonté du président élu effectivement, à mon avis, de s'émanciper de la tutelle de l'ancien président qui couvrait un peu les gens qui avaient travaillé avec lui et qui avaient amassé quelque argent. La question qui se pose aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec Ziad, c'est une victoire à la Pyrrhus, et en plus, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ce conseil de transition en quelque sorte, eh bien perdent leur bouc émissaire. La France va partir, donc ils n'auront plus ce qui permettait de rassembler la population autour d'eux. Ils perdent en somme le méchant qui pouvait réunir la population. Donc ça déjà, c'est un handicap pour eux. Et puis pour la France, la grosse question qui se pose aujourd'hui, je pense qu'on va l'aborder, c'est quid de notre stratégie en Afrique? C'est ça. Quid on va rapatrier ces 1500 hommes. Va-t-on en mettre un peu au Tchad? Parce que c'est le dernier pays du Sahel
qui restent avec 1000 hommes? Va-t-on un peu les redéployer plutôt vers le sud, vers la Côte d'Ivoire, le Bénin, où il y a des infiltrations effectivement inquiétantes des mouvements djihadistes? Mais là, le président Macron, il est un peu seul pour prendre ses décisions. C'est à lui de décider. Et ça serait peut-être l'occasion de faire un vrai débat parlementaire, finalement, avec tous les députés sur la stratégie française en Afrique qu'il faut, je pense, urgemment repenser. Alain, vous êtes d'accord, il faut repenser cette stratégie en Afrique. En tout cas, c'est clap de fin sur la France et le Niger pour l'instant, ça c'est sûr. Ah oui, ça très clairement. Enfin, on a quand même l'impression que c'est la fin d'un cycle et puis c'est un tournant qui ouvre sur une nouvelle époque qui s'annonce un peu plus durable. Alors bon, quand même, il faut noter que effectivement, si les troupes françaises ne sont plus basées qu'au Tchad, finalement, c'est un peu revenir à la situation antérieure, puisqu'avant l'opération Barkhane, il y avait déjà de très longue date des troupes françaises au Tchad. Mais effectivement, pour toute la zone sahélienne, on a l'impression qu'une page se tourne et que on rentre dans une nouvelle époque. Donc, il faut un nouveau logiciel, effectivement. Voilà, pour trouver une nouvelle manière de s'adresser aux Africains. Nouveau logiciel, le problème, c'est quels sont les enjeux? Est-ce que la France a un enjeu direct au Sahel? Il y a un débat en France entre les stratégistes, les militaires, les politiques. Certains politiques disent on n'a rien à faire au Sahel, il faut ramener nos troupes, il faut s'investir sur l'Europe, pour l'Ukraine, etc. Après, ça se discute d'abord parce que la France est quand même une puissance africaine, qu'on le veuille ou non. Elle a des résidents, elle a des intérêts économiques, elle a des échanges avec tous ces pays, le français, etc. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est que les pays qui sont au contact de ces pays sahéliens ont des vrais enjeux. Alors eux, ils n'en appellent pas spécifiquement à la France, ils en appellent à la communauté internationale. Ils disent, vous ne pouvez pas nous laisser aujourd'hui, Ivoiriens, Béninois, Togolais, etc., Sénégalais, vous ne pouvez pas nous laisser aujourd'hui faire face à cette menace et à la déstabilisation des pays du Sahel tout seul. Vous nous demandez de réduire la dette, vous nous demandez d'investir dans le développement durable, vous nous demandez Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la communauté internationale dépasse ce stade du dialogue franco-africain pour avoir des véritables moyens. Et la discussion aussi, c'est le financement de la guerre, c'est le financement de la sécurité. C'est pas obligatoirement de mettre des hommes, on ne demande pas aux Allemands, aux Américains de mettre des hommes sur le terrain, mais que déjà on ait une attitude différente sur les obligations qu'on fait peser sur ces États en leur disant faites la guerre, faites le développement, faites l'école, faites les infrastructures, faites le développement durable, faites tout ça. Et sur la sécurité, en tout cas, les djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation de l'État islamique sont quand même très présents, ils sont même en concurrence. 7 soldats ont été tués hier, donc jeudi, dans l'ouest du pays, lors d'une attaque djihadiste présumée en tout cas. Donc la sécurité, comme vous le disiez, ça reste quand même un sujet de préoccupation majeure. Est-ce que le Niger peut évoluer comme le Mali? Alors, il est clair qu'actuellement, il y a une détérioration de la situation sécuritaire au Niger. Il y a eu de très nombreuses attaques depuis le mois de juillet, etc. Et on chiffre certains avant jusqu'à une centaine de morts. Bon. Mais il faut savoir aussi que le Conseil de transition, le général Tchani, il a ramené beaucoup de forces spéciales et les hommes les plus compétents de la bataille du combat contre les djihadistes dans la capitale pour se protéger. Donc il y a des troupes essentielles qui ne sont plus aujourd'hui sur le terrain. Et à la différence des troupes au Mali et au Burkina, où là c'est une armée qui est complètement déliquescente et qui s'appuie sur la population essentiellement, eh bien le Niger a une vraie armée. Il a des hommes capables de se battre. Alors, ce qui est intéressant, j'en finirai par là, c'est ce G5 Sahel qui s'est reconstitué, mais qu'avec des régimes qui sont en quelque sorte, qui ont fait le dégagisme vis-à-vis de la France, puisqu'il y a cet accord entre le Burkina, le Mali et le Niger pour essayer de lutter contre les djihadistes. Les dessins. Oui, juste un mot, Mohamed Bazoum est toujours tenu en otage dans sa villa avec sa femme et son fils, et ça fait plus de 2 mois que ça dure. Il n'a pas démissionné. Dans un relatif, finalement, on finit par se dire bon. Mais il refuse de démissionner, c'est ça qui est intéressant. Il refuse toujours de démissionner. Dessinateur. Oui, un premier dessin du dessinateur Gillot, dessinateur français, qui est quand même, voilà, avec le départ de la France au Niger, il y en a un qui se frotte les mains et qui jubile, vous l'aurez reconnu. Macron qui quitte le Niger
Redis-le encore, dit le maître du Kremlin en se frottant les mains. Ce qui est drôle, c'est le soldat qui est toujours au garde à vue derrière avec la main sur la tempe. Un deuxième dessin du dessinateur Mehdi de Tanzanie. On le sait donc, on le voit, la France est devenue maintenant persona non grata au profit, encore une fois, de la Russie. Donc il y a quelques tatouages qui ont besoin d'être mis à jour. Donc on va passer du I love France au I love Russia. Le problème, c'est que les tatouages, pour les enlever, c'est parfois compliqué. Et puis un petit pas de côté du dessinateur français Truand, mais pas si à côté de la plaque que ça. On le sait, Macron a été en déplacement en Corse cette semaine. Et donc là, il le représente au téléphone avec justement l'ambassadeur IT. La France quitte le Niger, monsieur l'ambassadeur. Que diriez-vous d'un poste en Corse ? On peut dire que l'ambassadeur IT a été mis à rude épreuve et qui pourrait effectivement affronter la situation à venir en Corse, qui sait. Bon, bref, c'était un petit pas de côté, mais qui dit quand même beaucoup de choses.